Antonio, bonjour. Ah, Tu es l'auteur de deux livres parus aux éditions Workshop 19. Le premier est un roman, La vallée de larmes, et le deuxième est une nouvelle graphique dont tu as écrit le texte et dont Juan Calbellido a fait les dessins, qui s'appelle Talimambo Number 5. Et tu prépares la parution l'année prochaine aux mêmes éditions Workshop 19 de ton deuxième roman, La fin de l'histoire. Est-ce que tu peux présenter un peu ton travail, tes œuvres complètes en cours, disons, nous dire un peu, nous parler un peu du monde qui est celui de tes écrits. non, bah, j'écris parce que bah, c'est le seul moyen que j'ai trouvé maintenant pour m'exprimer. Mon rêve, je suis venu à Paris pour ça, c'est faire du cinéma. Euh, oui, réalisateur de cinéma. J'ai un parcours un peu spécial, surtout à cause de mes livres. Euh, Quand on voit le livre, on dirait que parce que je suis pas trop jeune, que j'étais un militant politique X ou Z. Je ne l'ai jamais été. Je l'ai jamais été. Donc mon rêve c'était de faire du cinéma et j'ai été inoculé par les virus, par le film 2001, Odyssée de l'espace, qui est vraiment qui apparemment ne parle pas du tout des géopolitiques, quoique un petit peu, un petit peu quand même, parce qu'au début il y a les Russes qui sont copains, bon les soviétiques en plus, qui sont copains avec les Américains, ce qu'on appelle les Américains, que moi j'appelle États-Uniens, correctement, parce que l'Amérique c'est un continent. Bon, donc je voulais faire du cinéma, j'avais plein d'idées. Bon, au début j'étais un fan de science-fiction aussi. Je voulais faire des films de science-fiction, chose complètement irréaliste, parce que je suis mexicain. Ce qui est absurde, parce que là, il y a un Mexicain qui récemment il vient de sortir un film de science-fiction. Bon, peut-être j'aurais fait. L'histoire me plaît pas beaucoup, le film Gravity. Et c'est un film fait par un Mexicain, un scénario de son fils, mexicain aussi, avec George Clooney et Sandra Bullock. Bon, donc, je me perds, mais c'est ça mon univers. Donc, à un moment, je ne sais pas, j'ai dû avoir un court-circuit dans ma vie, dans mes neurones. Surtout, déjà, à partir de l'invasion de Panama, en 89, soi-disant, oui, pour récupérer Noriega, c'était pour ça, ça m'a beaucoup impressionné, parce qu'on voit dans les films, tout ça, et ici en France aussi, que les descentes policières, on fait des bavures, on tue, on blesse une personne, c'est horrible. Hein. Et là, ils ont tué 1000 personnes pour arrêter Noriega. Alors, je me suis dit, bon, en fait, pourquoi ça ne comptait pas? Parce que c'était des Panaméens. Voilà, alors je me suis dit quand même ça. Bon, j'ai toujours eu une petite pensée sociale, parce que je suis d'éducation chrétienne. Tout le monde, on est des frères, on est pareil, on vaut la même chose. Bon, là je me suis quand même tué 1000 personnes pour arrêter un espèce de trafiquant de drogue. Bon. Et ensuite, il y a eu l'intervention en Irak, au Koweït, pour libérer le Koweït. Bon, et là je commençais à penser. Bon. Et voilà, ça vient de là. Et ensuite, je sais pas, et ça m'est venu ce truc politique, en fait, à cause d'un film aussi. Parce que en 2002, mon premier livre, c'était pas un Workshop 19, qui n'existait pas encore. C'était un livre, une sorte de livre d'histoire fait par un amateur, c'est-à-dire moi. Parce que je fais des études d'histoire aussi, mais bon, je suis au niveau licence, je n'ai pas fait de maîtrise, donc c'est rien. En même temps que l'école de cinéma, parce que je suis venu à l'école de cinéma, à l'IDEC, qui était l'école de cinéma qu'il fallait faire en Europe. Et
ils m'ont reçu. C'était très difficile d'entrer, bon, j'étais admis, donc je trouvais peut-être que j'avais un futur. Et en fait, j'ai fait une carrière pas de réalisateur, mais de directeur de la photo. Pas une carrière mirobolante non plus. Donc, je me perds. Donc, j'étais, oui, en 2002 pour ce livre, mon premier livre. Donc, c'était. Parce que j'ai un grand copain chilien qui lui, il a pas mal réussi, il fait pas mal de documentaires assez importants. Il avait un projet sur les rapports entre. Lui, il est assez politicien, par contre. Sur le rapport États-Unis et Cuba. Sur les relations tendues ou pas tendues, invasion, pas invasion, ou aide humanitaire, comme ils s'appellent ça maintenant, entre les États-Unis et Cuba. Dans l'aide humanitaire, j'ai inclus, bien entendu, la guerre d'indépendance cubaine en 89, non, en 98, mais 1898. Il a été présenté, d'ailleurs, c'est assez un sujet de film aussi, parce qu'ils en parlent dans Citizen Kane de Wells. C'est les grands magnats de la presse, Hearst, c'était ça. Hearst qui a fait des tas d'articles dans le journal en disant le méchant espagnol qui sont en train de massacrer les Cubains. Et bon, finalement, ce serait sur lui qu'ils ont envoyé des troupes, dont celui qui allait être le président, Theodore Roosevelt, pour aider les pauvres Cubains qui se massacraient les Espagnols. Et du coup, comme ils y étaient, bah, ils ont pris Porto Rico, ils l'ont annexé, et comme ils y étaient, ils sont allés aux Philippines, tout à fait de l'autre côté. Et ils ont libéré les Philippins et ils les ont fait États-Unis pendant un moment. Ils ont annexé aussi les Philippines. Bon, ça ne dure pas très longtemps. 50 ans, quoi. Oui. Bon, voilà. Et donc, ah oui, j'étais Cuba, États-Unis. Alors, j'ai dit à mon copain, mais pourquoi on ne ferait pas plutôt avec le monde, pas avec Cuba, les États-Unis et le monde? Et il m'a dit, tu serais capable? J'ai dit, ben oui, oui. Et voilà, on a fait un projet, une espèce de, parce que c'est pas un scénario, c'est un documentaire, une espèce de projet documentaire, mais assez documenté par moi, d'une 90 pages. C'était quand même un truc sérieux. Ça s'est passé autour des années 2000. Et donc, bon, à l'époque, on pouvait parler un petit peu, dire des vérités sur les États-Unis. Il n'y avait pas eu, c'était avant 2001, ça. Donc c'était un projet qui pouvait se faire. Mais bon, il ne s'est pas fait par X, Z raisons, peut-être. Parce qu'en plus, je ne pensais pas parler mal, comme on dit. J'allais seulement, il suffit, comme je dis, il suffit d'exposer les faits. Les faits. Je me suis documenté, parce que comme je ne suis pas historien de profession, je me suis documenté à la bibliothèque municipale de mon quartier, du 14e arrondissement, avec des livres tout à fait consensuels, des gens qu'on cite à France Culture, André Caspi, qu'on ne peut pas dire une espèce de rouge incendiaire, et des personnalités comme ça. Donc, mais il suffit de dire, bon, ils ont fait ça, c'est passé ci, c'est passé ça, c'était ça, le livre. Bon. Et bon, du coup, moi aussi, je dis, ah oui, c'est passé, c'est comme ça, ouais, c'est comme ça. Le Nicaragua, par exemple, parce que c'est une histoire avec le Nicaragua aussi. Et bon, tout le monde, et oui, le Mexique aussi. Bon, et voilà. Donc, c'est ça le début de mon œuvre. Et bon, pour les choses que j'ai fait de la fiction, que j'ai fait avec Fausto, avec Workshop 19, mon premier roman, La Vallée des larmes. Là aussi, c'est aussi une histoire de cinéma pour le même ami, Emilio Pacul, un ami chilien, qui m'a poussé à faire cette histoire qui part de ces phénomènes
qui était courant souvent au Chili, en Argentine, surtout en Argentine, mais au Chili aussi, des enfants des prisonniers politiques à l'époque de la dictature, qui étaient recueillis par des familles riches qui avaient des problèmes, parce que la science n'était pas si développée, donc vous avez des problèmes d'avoir d'enfants, et bon, c'était un moyen d'avoir des enfants, et du coup, de sauver ces pauvres âmes qui allaient être damnées s'ils continuaient éduqués par ces méchants gauchistes. Sauver et leur donner une éducation comme il faut. Bon, ça c'était le départ. C'est le départ. Et là, je raconte trop. Je n'aime pas raconter l'histoire parce que, bon, je raconte trop. Mais bon, puisque j'ai vendu la mèche, ben, je continue. Donc, l'héroïne centrale, bon, vous allez savoir de toute façon si vous le savez. Si vous le savez, c'est pas grave, parce que quand même, le livre, j'allais dire le film, je trouve que c'est assez... ça peut être palpitant. Il y a des gens qui m'ont dit... J'ai quand même un petit peu compliqué les choses, parce que j'ai fait des études des langues, j'ai fait comme une sorte de thriller linguistique, et c'est l'héroïne, parce que c'est des gens très cultivés, plus que moi. Elle, le personnage, son père est un militaire chilien, mais c'est un érudit aussi... et elle aussi, du coup, elle a étudié à Harvard, elle a fait du droit pour gagner sa vie, mais aussi elle a fait des études de langue à Chicago, notamment. Chicago, langue et histoire des religions, il y a une fac très renommée, Divinity School, je crois que ça s'appelle, où a été Mircea Eliade, d'ailleurs. J'en parle un petit peu. Et bon, il y a tout ça, elle passe par un labyrinthe, et elle se confronte à la réalité. Je ne veux pas dire que c'est comme mon histoire, parce que si, moi j'ai eu un choc de la réalité, j'étais dans mon monde de Arthur C. Clarke, des vaisseaux spatiaux, que j'aime beaucoup encore. Mais en plus j'étais frustré, parce que je n'ai jamais été scientifique, j'ai pas fait je voulais faire une carrière scientifique, mais j'étais court-circuité par le cinéma et la paresse. Bon, et voilà. Et donc elle suit cette espèce de labyrinthe, elle trouve une vérité, une de ces vérités, c'était aussi ça je le dis parce que c'est quand même assez marrant, c'est une explication de la chute de l'Empire soviétique, ce qui m'a toujours, dès que j'ai devenu un petit peu conscient politiquement, ça m'a toujours intrigué. Comment est-ce possible que cette espèce de grand empire, disons, ou organisation politique, elle tombe comme ça, presque, pas tout à fait du jour au lendemain, mais en 2 ans, 3 ans, disons, de 89 à 91, ces grands empires soviétiques dont tout le monde avait peur, ou dans lequel beaucoup de peuples fondaient leurs espoirs aussi. C'est une des clés, je pense, que les États-Unis n'ont pas vaincu le Vietnam. C'était parce qu'il y avait l'Union soviétique, et Chine derrière aussi, parce que dire, ah oui, le seul peuple le seul pays qui a vaincu les États-Unis, oui, mais qu'ils essayent maintenant, on verra. On verra, ça le soutien de l'Union soviétique. Maintenant, la Russie essaye. Maintenant, c'est pour ça qu'on n'aime pas tellement la Russie, parce que la Russie, elle essaye d'avoir ce poste qu'il y avait l'Union soviétique avant, des contrepoids. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ne l'aiment pas, parce que, bon, moi, je critique pas trop. Mais j'essaie de voir les faits. Je ne voulais pas me cantonner au Chili, à l'Amérique latine, mais donner une vue d'ensemble du monde, et donner ma vision, oui, du monde, de la politique, des relations entre divers pays. Mais moi, avec la vallée de larmes, ça me fait beaucoup penser aux poupées russes. On a l'impression qu'il y a un complot dans un complot dans un complot. Hein? Oui, oui, oui. Oui, et toujours, parce que la vallée des larmes, on me dit beaucoup qu'il y a beaucoup de choses, mais qu'il y a beaucoup en plus de digressions. Mais si on voit bien, il y a une ligne
c'est l'enquête du personnage principal, d'abord pour découvrir ce qu'elle est, parce que, et en découvrant ce qu'elle est, elle voit les choses comme de l'autre côté, comme si elle passait de l'autre côté du miroir, pour utiliser cette image de quelqu'un que je cite beaucoup, de Lewis Carroll.